Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Gatemery et je suis Anne Gersar, sa fondatrice. L'intention de ce podcast est de challenger notre définition de la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, j'invite des entrepreneurs, des salariés, des artistes ou encore des sportifs. Et leur point commun, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, je vais décrypter l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leurs prises de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur carrière. Mon objectif est de vous nourrir de ces parcours de vie pour que vous puissiez à votre tour inventer votre propre réussite. Si ma démarche vous plaît et que vous voulez me soutenir, c'est très simple. Mettez-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou bien partagez le podcast à vos amis sur les réseaux sociaux. Bref, chaque geste compte et ça me donnera un gros coup de boost. Allez hop, je laisse place à l'épisode de la semaine. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Scapin, coach en développement personnel et fondatrice de Carbon Theory, son école de coaching pour prendre confiance en soi. Je suis le travail de Charlotte depuis maintenant un bout de temps et je suis fascinée par sa capacité à exploiter sa singularité et à refuser de rentrer dans des cases. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu l'inviter sur ce podcast. Avec Charlotte, on a parlé du syndrome de l'imposteur, de Beyoncé, de R&B, mais aussi de comment et pourquoi elle a dû dissoudre sa première entreprise à 25 ans et se séparer de son associé. Vous allez voir, Charlotte est un condensé de peps et de dynamisme. C'était un réel plaisir d'échanger avec elle, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Charlotte Scapin. Bonjour Charlotte. Hello. Écoute, je suis ravie. Me too. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que moi, du coup, on a une copine en commun qui s'appelle Awa. Yeah. En plus, j'ai parlé d'elle dans le podcast déjà dans un autre épisode avec l'épisode 19, je pense, avec Boris Valbom. Donc, c'est une star dans ce podcast. Et en fait, je suis ce que tu fais depuis très longtemps. Depuis tes débuts, en réalité. Moi, je trouve que tu as un univers qui est quand même très marqué. Quand il y a un post Instagram qui passe, on sait que c'est Charlotte. Puis tu as un univers pop culture très anglophone. Moi, je fais beaucoup d'anglicisme. Donc d'ailleurs, les auditeurs, si on fait beaucoup d'anglicisme, Charlotte et moi, je pense qu'on va s'encenser toutes les deux. Parce que Passion Amérique. Moi, j'en fais beaucoup et elle aussi. Donc voilà, on vous prévient, on s'excuse d'avance. T'as ta formation Get Your Shit Together, ta boîte qui s'appelle Carbon Theory, tu parles beaucoup de Beyoncé, de Mariah Carey, etc. D'où te vient cette inspiration ? Je pense que c'est un truc assez générationnel, tu sais, d'avoir passé son enfance et son adolescence devant les clips, devant le Hit Machine, devant MTV quand j'étais chez mes cousins parce que j'avais pas le câble et devant tous ces trucs. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un gros refus de grandir et de passer à autre chose, tu sais. Moi, je suis restée dans cette période où c'était trop bien d'avoir Britney Spears en boucle et Beyoncé et J-Lo et toute la clique. Et en gros, je pense que moi, c'est resté dans mon travail parce que quand justement j'étais hyper paumée après mon école de commerce et que j'ai fait un gros point, tu vois, sur ce que j'aimais vraiment, ce qui me faisait vibrer, en étant très lucide et en essayant de mettre la honte de côté, c'est vraiment ressorti que, tu vois, je kiffais trop les documentaires sur Céline Dion, que je pouvais regarder 3 soirs de suite un marathon de clips de Jennifer Lopez ou de je sais pas qui. Et en fait, au lieu de me dire mais c'est de la merde, grandis, passe à autre chose, en fait, je me suis dit mais trouve ce qu'il y a derrière, pourquoi ça te fait autant vibrer, pourquoi ça te fascine autant, pourquoi tu peux rester scotché devant ça autant de temps. Et vraiment de cette réflexion ensuite est née pourquoi j'étais autant en amour devant la pop culture et devant les pop stars et de là est vraiment né Carbon Theory. Donc je pense que c'est dans l'ADN de tout ce que je fais et même de qui je suis aujourd'hui, quoi. Trop bien. De toute façon, ça va y revenir de tout ce cheminement que tu as fait jusque-là. T'inquiète pas, j'ai plein de questions pour toi. Bon, déjà pour Carbon Theory, je trouve que tu as une approche qui est assez pragmatique, donc j'adore. T'es vraiment en mode process 1, 2, 3, c'est très fichier Excel. Voilà, c'est très mécanique, moi j'aime bien ça. Et on va dire que chez Carbon Theory, toi ce que tu traites c'est la confiance en soi, on peut le dire ça comme ça. Exactement. Et tu parles beaucoup de croyances limitantes, par exemple. Est-ce que déjà tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Une croyance limitante, c'est
une conviction très très forte que tu as sur quelque chose parce que tu l'as hérité de ta famille, de ton entourage, j'en sais rien, tes parents, tes potes, ton école, ou alors tu l'as hérité d'expériences passées. Et en fait, plus ces expériences passées ont été marquantes, ou plus cet héritage de croyances familiales ou de ton entourage était fort et était marquant, plus en fait tu vas intégrer ces convictions comme étant vraies. Et c'est le problème des croyances limitantes, c'est que parfois, en fait, avec notre histoire passée, on intègre des choses comme étant vraies, donc ça va nous bloquer. Par exemple, tu vois, moi, c'est ce que je vois tout le temps avec dans mes coachings, se mettre en avant, c'est mal, se mettre en avant, c'est prétentieux, vouloir gagner de l'argent, c'est être égoïste, c'est mal, il faut toujours être dévoué, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, toutes ces croyances-là, on les a intégrées de manière très automatique, et on se retrouve à des moments où on les remet plus du tout en question, et ça va nous empêcher en fait d'atteindre nos objectifs. Donc en gros, une croyance, elle n'est pas limitante de manière fixe, elle est limitante par rapport à un objectif que tu as. Mais imagine que, j'en sais rien, demain tu veux devenir entrepreneur, tu veux monter un business en ligne et que tu as une croyance, se mettre en avant, c'est être prétentieux, bah ça va être limitant parce que ça va beaucoup te pénaliser pour atteindre ton objectif. Donc voilà, c'est des convictions très fortes qu'on a et qu'on va avoir tendance à ériger en vérité universelle. D'accord, enfin, du coup, ça me parle très bien ce que tu dis, hein, parce que Bien concerné. Voilà. Qu'est-ce qui différencie cette croyance d'une pensée, par exemple? Tu vois, enfin, je sais que tu expliques beaucoup des choses par le cerveau et tout, et je trouve ça fascinant. Comment tu différencies les deux? En gros, une pensée, ça va plus être quelque chose que tu vas te dire à un moment T. Donc, par exemple, je me sens nulle, j'ai faim, je me sens trop stylée, cette personne est habillée en rose. Tu vois, c'est plus des choses que tu vas te dire à un moment T sur quelque chose que tu vas voir tout de suite, sur une personne, sur un ressenti, sur quelque chose comme ça. Une croyance, c'est beaucoup plus macro. Par exemple, imagine, tu as la pensée « je n'ai pas réussi » ou « j'ai été nulle » ou « j'ai été trop bonne » ou je sais pas quoi. Ça, c'est une pensée. Ça veut dire que tu vas émettre un jugement sur ce qui vient de se passer, ça passe et puis voilà. Une croyance, au contraire, c'est le niveau de-dessus. Ça veut dire que, ok, je me sens nulle, ok, j'ai tout déchiré, mais en fait, pourquoi? Et en fait, une croyance, c'est beaucoup plus une association entre deux choses. Donc là, imagine que tu te dis, je me sens nulle. On va te dire, ok, pourquoi? Bah parce que quelqu'un a bâillé quand j'ai fait ma présentation, donc ça veut dire que potentiellement, je suis soporifique. Donc ça veut dire que ta croyance derrière est, si une personne s'ennuie quand je parle, c'est que je suis nulle. Tu vois la différence? D'accord, je vois. Ouais, carrément. Carrément. La croyance, du coup, elle joue aussi beaucoup sur l'émotion. C'est à l'origine de toutes tes émotions, en fait, les croyances. Parce que tu vas avoir une croyance du style, ok, quelque chose que tu as intégré. Donc, souviens-toi, une croyance, c'est une association entre deux choses qui sont apparemment pas liées. Mais en fait, l'expérience et puis l'héritage de croyances que tu vas avoir vont faire qu'elles vont associer ces deux choses. Donc, par exemple, je prends souvent cet exemple parce que ça parle à beaucoup de monde, se mettre en avant, c'est prétentieux. Donc, tu associes se mettre en avant égale c'est prétentieux. Et en fait, ça va générer tes émotions par la suite parce que tu vas avoir cette croyance-là qui va générer tes pensées. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu vas te mettre en avant et là, tu vas te dire « Oh non, mais là, je prends trop de place. Oh non, mais là, je suis trop prétentieuse. Oh non, mais que vont penser les gens ?» Tu vas avoir un flot de pensées comme ça. Et ce flot de pensées qui aussi peut être inconscient parce que parfois, en fait, on n'a pas du tout... Ça se passe en 1/1000 de seconde et puis t'as pas le temps de savoir ce que tu es en train de te dire. Boum, va générer une émotion. Et donc là, peut-être que tu vas ressentir du stress, de la honte, de l'embarras, des émotions de ce style. Et en fait, c'est parce que à l'origine, tu as en tête que si tu prends trop de place ou si tu te mets en avant, égale je suis une mauvaise personne, égale je suis prétentieuse, égale tout le monde va rire de toi et va vouloir t'envoyer au bûcher de je sais pas où, tu vois. Donc en fait, cette croyance va générer ton émotion. Et c'est pour ça que c'est aussi important, parce que souvent, en fait, quand on veut passer à l'action, quand on veut faire des choses, c'est notre état émotionnel qui est à l'origine de notre passage à l'action. Si tu te sens tout moisi, bah tu vas potentiellement pas agir ou te freiner ou te censurer. Si tu te sens hyper bien et que tu te sens en confiance, là tu vas bouger. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller à la racine et de transformer ces croyances limitantes, parce que imagine un jour, t'as l'impression que, ok, se mettre en avant, c'est prétentieux. Si t'arrives à le changer en quelque chose comme se mettre en avant, c'est transmettre mon travail, transmettre mon savoir, potentiellement aider des gens, etc. Bah en fait, t'as plus du tout la même croyance et t'auras plus du tout la même réponse au fait de te mettre en avant.
Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, complètement. En fait, tu changes en fait ton mindset et tu te dis, d'habitude, je me sentais un peu honteuse de me mettre en avant, mais là, en fait, je sers quelque chose. Enfin, je sers à quelque chose plutôt. Exactement. Parce que du coup, t'as le backup mental Bien qui sûr. fait que tu vas pouvoir passer à l'action après, quoi. Ok. Ça aussi, c'est très lié au syndrome de l'imposteur, ce Oui, manque de le légitimité. fameux. Le fameux. Toi, déjà, comment tu le définirais, le syndrome de l'imposteur? Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est la sensation de ne pas mériter où on est, ou de ne pas mériter sa place, ou d'avoir toujours une impression, tu vois, de gêne et d'impression de ne pas devoir être là où on est, alors que on a les compétences pour, on a déjà fait nos preuves, on a l'expérience. Enfin, que ce soit pour le syndrome de l'imposteur ou même pour... Enfin, après, c'est pareil, en fait. Enfin, je crois que c'est très lié, croyances limitantes et syndrome de l'imposteur, parce que dans le syndrome de l'imposteur, tu te dis des croyances. Ah oui, exactement. Et le syndrome de l'imposteur est pétri de croyances limitantes. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as d'autres tips à partager sur comment le dépasser? Tu l'as dit tout à l'heure, transformer certaines pensées en d'autres pensées plus positives, mais ça, je pense, c'est aussi un step où déjà tu prends conscience de ça. Oui, puis ça, c'est le niveau, tu vois, transformer ses croyances limitantes, c'est quand même le niveau 12 ninja du développement personnel, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, tu t'es dit, ok, je pense ça, non, je mets ça de côté, je pense à autre chose. Et franchement, c'est pas simple. Donc, pour des personnes qui sentent que l'action est difficile pour elles, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil? Bah déjà, il y a un truc où moi je le vois en coaching qui est hyper important et je pensais pas du tout, tu vois, mais en ayant vu le cas avec plein d'élèves et plein d'élèves et plein d'élèves, que en fait une des composantes majeures du syndrome de l'imposteur, c'est l'absence de délimitation de ta mission ou de ta problématique. En fait, on va arriver sur un nouveau poste ou on va arriver sur un nouveau projet ou quoi que ce soit, on va nous donner une mission. Et ce qui génère souvent le syndrome de l'imposteur, c'est que la mission est hyper large. Donc ça veut dire que tu as l'impression que en même temps, tu dois faire tripler le chiffre d'affaires de la boîte, faire tripler le nombre de followers sur Instagram, trouver un vaccin contre le coronavirus, éradiquer l'infâme dans le monde, et puis blablabla, bla, 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 tu vois. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que on a l'impression que pour prouver ou pour avoir de la valeur, on doit faire 10 000 fois plus que ce pourquoi on a été embauché ou missionné. Et en fait, un des tips qui est souvent très efficace, c'est de revenir au cœur de sa mission. Donc ça veut dire pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui est attendu de toi. Donc ça veut dire que tu dois déjà réduire le sujet sur lequel tu vas travailler, puis ensuite définir le niveau du sujet sur lequel tu es. Tu vois, je vois en coaching, par exemple, je sais que je travaille sur le coaching, je sais que je travaille sur un coaching qui est plus perso, mais en même temps, je fais pas et les relations amoureuses et la productivité et le business et je sais pas quoi. Et Ouais, tu cibles quoi. Tu cibles. Voilà, je cible. Je travaille moi sur le fait de apprendre à se connaître et dégommer tous les blocages qui t'empêchent d'être toi-même. Donc voilà ce que je fais. Donc déjà tu cibles. Et puis en plus après tu peux avoir un différent niveau selon ton expérience de ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu permets aux gens d'apprendre à se connaître au tout début? Est-ce que tu apprends aux gens d'apprendre à se connaître quand ils sont déjà avancés dans le processus et qui veulent encore plus voir des choses d'eux-mêmes ou je sais pas quoi? Là, il faut décider. Et en fonction de ce que tu décides, de quelle est ta mission selon la manière dont tu la délimites, là, après, tu peux mettre en place des facteurs clés de succès et puis dire, OK, donc ça veut dire que mission accomplie si j'ai fait ça, si j'ai fait ça, si j'ai fait ça, si j'ai fait ça. Et en fait, on sort de ce truc de un peu dans la nébuleuse de devoir tu vois, répondre à tout faire, sauver le monde. Et puis, on peut se reconcentrer sur sa mission et pouvoir tangiblement, tu vois, les résultats que notre travail va apporter. Ouais, donc c'est vraiment se focaliser et, en gros, concentrer son énergie. Exactement. Pour ne pas et je pense que c'est énormément ça qui pose beaucoup de problèmes à tout le monde, c'est qu'on a l'impression que pour faire valoir notre valeur ajoutée, pour faire valoir notre valeur personnelle, on doit tout régler autour. Alors que non, tu vois, personne n'a jamais fait ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de mes élèves qui n'ont pas hésité à redemander, tu vois, un point avec leur boss pour celles qui sont dans un cadre de salariat ou leur N+1 pour dire, OK, j'ai besoin de repréciser ma mission parce qu'en fait, là, je m'éparpille et je vais dans tous les sens. Et moi, je trouve que l'éparpillement, on en parle peu, mais a un impact énorme sur le syndrome de l'imposteur. Non, je suis d'accord. Et puis, en fait, c'est que parfois, tu as des injonctions paradoxales parce que tu as d'un côté, on te dit, quand tu es en entreprise, ton job n'est pas suffisant. Enfin, en gros, tu fais ton job, c'est la base, tu vois. Mais du coup, à côté, il faut que tu fasses aussi beaucoup de politique, beaucoup de réseautage, etc. dans la boîte. Et à côté, tu as ce que tu dis, le fait de trop s'éparpiller fait que tu sais plus par où donner de la tête, quoi. Mais c'est pour ça que la communication est aussi hyper importante parce que souvent dans certains cas, alors après c'est difficile parce que je suis pas en entreprise donc je suis assez mal placée pour
bien recomprendre les dynamiques d'entreprise, etc. Mais quand même, moi, je le vois avec mes élèves, le manque de communication fait aussi qu'on se fait des énormes histoires dans sa tête qui prennent beaucoup de place, et qui, en fait, une fois qu'on communique et qu'on explique est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je suis pas sur la bonne voie pour avoir un débrief ou un feedback sur ce qu'on fait ou pour être repositionner ou pivoter ou quoi que ce soit, bah là justement on sort des suppositions, on sort du fantasme entre guillemets et tu vois des scénarios etc. pour se refocaliser sur le concret et pouvoir expressément dire ce qui va ou ce qui va pas pour savoir où on en est et puis replanifier un peu le chemin pour arriver à ses objectifs. Ouais, non, je suis en phase avec toi. Ce travail qui doit se faire des deux côtés. Hein. Moi, je parle beaucoup de co-responsabilité dans ce podcast. C'est que il y a d'une part les managers qui laissent pas forcément, enfin, qui doivent en tout cas faire l'effort de laisser l'espace pour que les gens en parlent, mais aussi le collaborateur qui, à un moment donné, doit prendre son courage à deux mains et toquer à la porte et faire, comme tu le dis, d'aller parler de ses problèmes et de redéfinir, par exemple, ses missions. J'aimerais du coup en revenir à toi et savoir comment tu as fait pour en arriver là. Est-ce que tu peux me dire où tu as grandi, de quoi tu rêvais quand tu étais plus jeune et comment était ton enfance? Alors, j'ai grandi à Saint-Malo, donc en Bretagne. Ouais. Et c'était hyper chouette. J'étais avec ma sœur. On a une vie assez normale. On allait à l'école. On matait KD2A pendant je sais pas combien d'heures. Je sais plus si c'était le dimanche ou le samedi matin. On faisait des spectacles. On allait à nos compétitions d'aérobic et de GRS. Moi, j'étais un peu ultra hyper active. Donc, j'étais au théâtre, à la danse et au dessin et tout ce qui était possible. Ah oui, du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des R&B thérapie. Des R&B thérapie, oui, c'est mes cours de danse, mes cours de confiance en soi par la danse, pareil sur fond de Jenny from the Block et Beyoncé et toute la clique. Ça, c'était un peu une excuse pour faire un truc que j'avais trop envie de faire, mais finalement, ça a hyper bien pris. Bah oui. Donc ça, c'était cool. Mais donc oui, grosse passion pour les pop stars. Mon métier, tu vois, j'en parle souvent, mais je me souviens, on avait fait un petit truc d'orientation en sixième et ma prof principale c'était Sœur Monique et on avait fait ça avec Sœur Monique et je vois tous les métiers, tu vois, sur la fiche d'orientation, il y avait maçon, il y avait avocat, il y avait, tu vois, des métiers très très concrets en tout cas qu'on arrive à visualiser et à identifier. On arrive à visualiser exactement. Et moi, j'avais été la voir à la fin. Je fais, mais il y a pas mon métier sur la fiche, Sœur Monique. Elle me dit, mais tu veux faire quoi? Je veux être chanteuse. Et elle me dit, ah, mais chanteuse, ça n'existe pas. Ce n'est pas un vrai métier. Je dis, mais si, il y a Jennifer, il y a Beyoncé. Elle fait, non, chanteuse, à la limite, va voir Madame Le Chap, donc qui était notre super prof de musique et de flûte. Mais tu vois, moi, j'avais pas envie d'être prof de flûte. Je voyais qu'elle avait pas du tout capté mon swag, quoi. Donc première grosse déception, mais tu vois, je sens en fait qu'il y avait un peu un passif parce que même en CM2, on avait commencé l'anglais et on avait un petit carnet pour dire nos styles de musique, tu sais, un espèce de portrait chinois où tu devais un peu t'exprimer par tes passions et tes hobbies et tout. Et puis dans les styles de musique, il y avait le rap, le rock et tout. Et moi, je vais voir pareil le prof complètement incrédule en disant mais il y a pas mon style de musique. Et il me dit c'est quoi ton style de musique? Je fais le R&B. Et donc toute la fin du CM2, il m'avait appelé Miss R&B, tu vois, le prof d'anglais. Donc je me dis que j'avais quand même, il y avait une ficelle qui était en train de s'exprimer déjà. Tout ça c'est par hasard, c'est clair. Donc non, c'était hyper chouette et après quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi plus dans mon adolescence, mais mon père a déménagé au Togo et en fait j'ai beaucoup été à Lomé, donc c'était un semi déménagement, tu vois, qui était qui chamboule une adolescente bretonne, c'est clair. Tu vois, dans mes perspectives, dans ma vision du monde, dans mon ouverture, tout ce genre de choses. Donc ça, c'était un gros chapitre. Et puis après, je suis partie 1 an aux États-Unis, en Caroline du Sud, dans le fin fond de la Caroline du Sud, à Manning, South Carolina, entre ma seconde et ma première. Donc j'ai arrêté le lycée pendant 1 an. Okay. Et là, pareil, tu vois, gros choc d'ouverture. J'étais avec des gros rednecks et dans la suite de l'Amérique ségrégée, j'aurais jamais vu ça dans un voyage, tu vois. C'est et clair.
j'étais en full immersion à l'église méthodiste tous les dimanches avec le pasteur jeunesse qui avait voulu me virer et qui disait que j'étais le diable. Et alors que j'étais trop gentille et trop mignonne, j'allais tous les dimanches, tu sais. Et du coup, ça, c'est parce que t'étais en famille d'accueil, c'est ça? Enfin, dans une famille d'accueil, okay. Donc qui est toujours, je suis tellement proche d'eux, je les vois. Enfin là, on peut pas y aller en ce moment, mais c'est vraiment ma deuxième famille, quoi, qui m'ont accueillie comme si j'étais leur fille. Et mais après, il y avait d'autres. Notamment dans l'église, un pasteur jeunesse très peu tolérant qui avait appris que j'étais pas croyante et qui avait un peu fait des menaces à ma sœur d'accueil pour lui dire que c'était son travail de me convertir. Et puis un jour, il était venu avec une langue de bœuf, tu vois, dans le junior class où on fait l'étude de la Bible et tout, en disant l'un d'entre vous ici porte la parole de Satan et tout. Et moi, je n'avais pas du tout compris que c'était pour moi. Et en fait, c'était pour moi. Et tu vois, c'est des expériences en fait qui te forgent parce que c'est des trucs que t'entends que à la télé ou sur les réseaux sociaux. T'étais hyper jeune, t'avais quoi, 17 ans? J'avais 16 ans. 16 ans, 16-17 ans? Ouais, c'est marquant. Bah ouais. Mais du coup, ça t'ouvre beaucoup sur, je trouve, le monde et les complexités et le fait de pas voir les choses de manière binaire. Et ça m'a vraiment forgé une sorte de prédisposition de pensée, je trouve, qui me suivent encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Et du coup, t'as fait 1 an là-bas et quand t'es revenu à Paris, Paris. Tu vois, à Saint-Malo. Quand t'es revenu en France, du coup, à Saint-Malo, comment ça s'est passé? Je suis arrivée en première et là, dépression énorme, quoi. Là, j'étais perdue, je savais plus. Bah, tu vois, en plus, la seconde, je trouve que c'est une année un peu charnière quand t'es au lycée. Il y avait plein de fêtes, il y avait plein de gens qui sortaient ensemble, il s'était passé plein de trucs, un peu, tu vois, marquants dans ton adolescence. Et moi, je suis arrivée là en mode, j'avais loupé une année où plein de choses s'étaient passées. Et donc là, c'était un peu compliqué. J'étais plus trop dans un groupe. Tu vois, j'étais un peu électron libre et tout. J'avais quand même vécu une expérience moi, je le voyais pas comme ça à l'époque, mais je pense quand même qu'il te fait mûrir et qui te fait grandir. Bien sûr. Et j'ai commencé à sentir une forme de décalage, même si j'étais encore très pote avec tout le monde. Mais je sais pas, je me sentais un peu bizarre. Et puis et donc ouais, c'était pas la période la plus facile, mais je me dis aussi que c'est cette période-là de décalage qui m'a amenée au fur et à mesure vers le développement personnel, quoi. Ouais. T'as fait une prépa après. Ouais. On n'a pas parlé, mais quel était ton rapport à l'école, même donc quand tu étais petite, quel était ton rapport par rapport à l'école? À moi, full grosse geek, quoi. Toujours première de la classe. Je me souviens juste qu'une fois, pour essayer de pécho un mec en maternelle ou en primaire, j'avais un peu saboté un contrôle. Ah ouais, j'étais full, j'étais au taquet. Saint-Malo, ça déconne pas. Et je me souviens que c'était donc en CM1, donc pas en maternelle. Ouais. En CM1, j'avais saboté un contrôle parce que pour essayer de pécho le beau gosse de la classe, mais ça avait pas marché parce que finalement j'avais eu moins que lui, donc il m'avait pris pour une grosse bolosse. Donc ça avait pas du tout marché. Mais sinon j'ai toujours trop aimé l'école. J'ai toujours beaucoup j'avais un peu des facilités, mais tu vois, j'étais toujours bien. Je fais une petite chute arrivée en seconde, et puis après en rentrant des États-Unis, justement, vu que j'étais un peu paumée et que j'étais pas au top de ma forme mentalement, je me suis beaucoup comment on dit, réfugiée dans le taf. Et tu vois, j'étais tellement dans ma zone vas-y, je veux tout déchirer, donc je bossais à fond. Je bossais chez Quick à côté, je mettais des sous de côté, j'avais un projet de partir en Argentine après mon bac, donc là j'étais en mode The Rock. Mais c'était pas hyper bon, quoi. C'est ce que je dis tout le temps. On aurait dit que je m'étais pris les doigts dans la prise de la détermination et du I need to accomplish things, you know. Enfin, c'était pas très beau à voir, quoi. Mais maintenant j'en rigole. Mais je revois ces années avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse quand même, quoi. Oui, je vois. Et donc, naturellement, la prépa, c'était un choix pourquoi t'as fait une prépa? Est-ce que c'est parce que t'avais des bonnes notes et tu t'es dit, je me dirige vers là-bas, ou t'avais d'autres options? Moi, je voulais aller en école hôtelière parce que je rêvais de bosser soit dans la restauration, soit dans l'hôtellerie. Et en fait, vu que tu vois, j'avais je sais pas 16 ou 17 de moyenne et que après j'ai eu mon bac mention très bien et tout, les profs étaient en mode mais non, tu vas pas faire une école hôtelière, il faut que tu ailles en prépa, etc., etc. Donc je me suis laissée convaincre. Mes parents étaient assez c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Après, on pense que si t'as les capacités, c'est bien, mais tu vois, eux ne m'ont jamais forcée. D'accord.
Mais donc j'ai fini par me dire que j'allais en prépa. Et là, grosse perte de confiance en moi, en mes capacités et tout, notamment en maths, tu vois, parce que le premier contrôle où en fait on te dit Non, mais- c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc en fait tu t'auto-persuades que c'est dur alors que c'est des intégrales de, tu vois, de terminale quoi. Et après ils te disent ah si vous avez eu 7 vous n'aurez jamais HEC. Enfin C'est ça, ouais. bref, j'ai trouvé qu'au niveau pédagogie, confiance en soi, certains profs étaient pas forcément très briefés là-dessus. C'est clair. Mais après j'ai quand même adoré, je me suis fait une bande de potes de fous que j'ai toujours aujourd'hui. Enfin c'était une trop bonne expérience, moi je regrette pas du tout, ça m'a donné une espèce de cadre mental, de cadre de travail, enfin tu vois, je sais que c'était dur sur le moment parce que là, je n'en parle que avec des éloges et tout, et mes parents sont là, non, mais réveille-toi quand on pouvait Rappelle-toi. plus, parce que ouais, rappelle-toi, là, t'as tout oublié. Donc je sais que sur le coup, C'est c'était pas dur, du tout bien, mais je t'assure. mais j'étais quand même trop contente. Trop bien. Et donc, tu fais l'ESC Grenoble. Je sais que tu as fait la commu, je pense, avec Oui. Awa, du coup. Ouais. C'est ça, j'ai vu vos vidéos de stars. Et donc, juste après l'ESC Grenoble, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Oui. Alors ça, explique-moi un peu. Parce que tu vois, tu sors d'école, bon, il y en a plein qui peut-être se lancent dans l'entrepreneuriat, mais plus sur des sujets plus, tu vois, dans la restauration, des trucs qu'on connaît, tu vois. À l'époque, c'est pas si longtemps, mais tu vois, se dire, tu lances une boîte dans le développement personnel, je trouve que c'est assez, tu vois, tu te dis, elle a des guts, quoi, la petite. Tu vois. Explique-moi tout ça. Comment t'as fait ton cheminement? Mais en fait, tu vois, là, je te disais, par exemple, j'ai adoré la prépa. Pour le coup, quand je suis arrivée en école, j'ai pas eu ce truc de me dire oh j'adore. Enfin, j'adorais la commu, j'adorais mes potes de la commu, mais sinon, tu vois, je me suis retrouvée un peu comme un espèce de, tu sais, une espèce de lapin perdu qui arrive au milieu de tous ces gens, parce qu'en fait, c'est là où j'ai découvert aussi, je pense que je suis très extravertie. Mais je pense que je suis très introvertie aussi. Et tu vois, tous ces trucs, ces mondes et les listes, et puis il faut vachement faire de bruit et prendre de la place. Et tu vois, c'est un peu un truc de show, l'école de commerce. Ah oui, à fond. Il faut trouver sa place, tu vois. Les gens qui trouvent pas leur place, c'est un peu les nobots, tu vois. Ah ouais, bah moi, ça m'a apeuré totalement. En plus, tu vois, j'aime bien faire la fête, mais j'aime bien faire la fête Matt Houston, Beyoncé et Morito. Mais tu vois, pas Connemara, quoi. Les lacs du Connemara et puis... et puis les soirées électro et tout, moi j'étais là mais oh mon dieu j'ai envie de dormir quoi. Donc j'ai eu vachement de mal à trouver ma place et je pense que c'est arrivé de là aussi où il a commencé à falloir postuler pour des stages et des alternances ou des trucs comme ça et moi je voyais toutes les fiches de poste et j'étais là mais oh mon dieu mais le truc qui te enfin je sais pas comment t'expliquer le désarroi face à ça quoi. J'étais là mais rien ne me dit, genre rien ne m'intéresse. Tu vois, j'avais même pas ce truc de c'est stylé sur le CV quoi. J'avais même pas ce truc qui au moins je pouvais me raccrocher à ça. Dès que je voyais les fiches de poste et tout, j'étais là mais mon dieu, lobotomisation enfin ça me disait pas du tout quoi. Et du coup, j'ai commencé un peu à me poser des questions, tu vois, j'ai commencé à postuler à des trucs, j'étais jamais prise. On m'a beaucoup dit mais t'es très vive, tu es très spontanée, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, mais en gros ma personnalité n'allait jamais quoi. Donc et ça, quand tu dis la personnalité, jamais il te le disait juste à l'entretien déjà? Bah il me le disait un peu. Je me souviens, j'avais eu un entretien chez Sephora et il m'avait dit, tu vois, qu'il pensait que ma personnalité était trop atypique, alors que, enfin moi j'ai jamais eu cette impression de moi quoi. Oui. Et on me l'a pas mal dit. Et en fait, au final, je me suis beaucoup retrouvée dans des alternances ou dans des stages un peu, tu vois, entrepreneurial. Donc on me créait un peu des nouveaux postes, on me disait bah là il y a un truc à faire, donc vas-y essaie de mettre ça en place et tout. Mais donc en même temps j'ai fait ça, mais j'ai eu peu de drive parce que c'était très libre. Donc moi j'ai toujours eu l'impression de pas forcément avoir appris beaucoup pendant mes stages, mes alternances et tout. Je me sentais pas mal perdue parce que j'ai quand même beaucoup besoin de structure quoi. Et en fait mes stages, mes alternances m'ont pas mal confirmé que c'était pas mon monde. Et il s'est avéré qu'en 2015, on avait créé une asso qui s'appelait Empowerment House, où là, en fait, on voulait, je pense que je le conscientisais pas à l'époque, mais justement, vu que je me disais, putain, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, est-ce qu'il y a des issues? Bah, j'invitais des gens qui avaient des parcours un peu, tu vois, qui avaient changé de parcours ou des parcours un peu atypiques, à venir parler, expliquer de ce qu'ils avaient fait, etc., etc.
Donc ça c'était l'asso, et en fait au fur et à mesure l'asso s'est développé. On a organisé des concours d'entrepreneuriat, des concours d'éloquence, et moi je me suis fait pas mal repérer par des entrepreneurs qui en fait m'ont dit mais lance ça en mode entreprise, fais des ateliers pour les entreprises, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup besoin de tout ça, lance-toi, vraiment ce serait chouette quoi. Et donc comme j'avais le chômage parce que j'avais fait une alternance, j'avais le droit au chômage, bah, je me suis dit go, je me lance parce que de toute façon dès que je voyais les en fait c'est pas que j'ai pas eu contrairement à d'autres personnes le truc de me dire ah mais peut-être que je vais pas avoir la sécurité, ou peut-être que ça va pas être beau sur mon CV, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair. J'étais tellement en fait pas en phase que la question de l'autre truc se posait pas trop en fait. Ouais, je vois. Donc j'ai eu de la chance un peu pour ça. Et du coup, après, tu lances l'Empower Lab, c'est ça? Empowerment Lab. Empowerment Lab. Et là, du coup, tu t'associes avec quelqu'un. Enfin, explique-moi comment ça s'est fait, la création de boîte. Bah moi, en fait, j'avais zéro confiance en moi là-dessus. Tu vois, je crois que j'avais 24 ans, où je venais juste d'avoir 25. Et je me dis bah ok, je le lance en entreprise, je vais organiser des ateliers pour les entreprises et tout, des ateliers de développement personnel, et puis des ateliers pour les particuliers. J'avais déjà un carnet d'adresses assez cool de personnalités hyper inspirantes, donc je me suis dit bah toutes les semaines je vais organiser un atelier avec une personnalité inspirante, et puis voilà quoi, on va essayer de mettre en place une école tu vois de développement personnel. Okay. Et donc j'en parle un peu autour de moi, et puis je me reconnecte avec donc Nico, qui était mon coloc en première année à Grenoble. On était hyper potes et tout, donc je lui en parle, et il me dit, lui il revenait d'un voyage, je crois, où il partait en voyage et puis il allait revenir, et il me dit bah moi après mon voyage je suis trop chaud, ça m'intéresse trop comme projet, en plus j'ai hyper envie d'entreprendre, mais tu vois c'était notre première expérience à tous les deux. Oui. Et on se dit bah vas-y go, trop bien, on essaye quoi. Et donc bah voilà, on se lance, et puis vu qu'on était un peu novice là-dedans, on discute pas trop tu vois des parts, et puis de ce genre de choses, des assets que chacun apportait un peu sur la table. On n'a pas trop eu cette discussion de tout mettre à plat. Donc on se lance, on fait 50-50, il s'occupe un peu de la partie technique, sales, et moi je m'occupe de la partie plus créa, intervenant, tu vois, pédagogie quoi, les ateliers. Donc on se lance, trop cool, il monte le site, moi je m'organise pour faire les ateliers avec les gens. Donc au début on a pas beaucoup de monde, puis on a un peu plus de monde, on a des moments comme ça tu vois trop chouettes de ah ça prend, et puis après les déceptions tu vois un peu montagne russe de l'entrepreneuriat. Donc déjà ça m'a entraîné à ça. Et puis on commence à booker un premier contrat B2B, on est sur une piste pour un deuxième, et en fait c'est à ce moment-là tu vois où ça commence un peu à apprendre avec le B2B. Moi je me dis je suis pas du tout alignée, c'est pas du tout ce que je veux faire, tu vois je me sens pas du tout dans le projet. Et puis j'avais un peu une sorte de frustration parce que c'était un peu la suite de l'association que j'avais montée avec des copines, et là tu vois je voyais que en fait, mais tu vois c'était normal parce qu'on avait fait 50-50, et puis parce que j'avais pas posé mes conditions sur la table direct, que bah en fait on était tous les deux propriétaires de l'entreprise, et que la vision était à partager en deux, et que du coup fallait faire des compromis, et parce que c'était la manière dont on avait décidé les choses. Et moi en fait c'est là où j'ai vraiment pris conscience que j'avais quand même derrière mes apparences de petite chèvre toute douce, j'avais quand même, tu vois, des convictions très fortes sur ce que je voulais. J'étais quand même assez arrêtée sur mon univers, sur ce qui me faisait vibrer et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ma personnalité fonctionnait pas dans une association, quoi. Donc j'ai cru que j'allais vomir avant d'avoir cette conversation. J'avais le cœur dans la bouche, le cœur qui palpitait à 7000 km/h. Ouais, c'était ce truc de oui, je me suis engagée, puis c'est pas cool, puis lui aussi s'est projeté, du coup comment je fais? Ouais. Exactement. Et donc là, bah, j'ai pris mon courage, mais pas à 2 mains, quoi, à 10 000 mains. Et je lui ai dit que j'avais envie d'arrêter, que je me retrouvais plus dans le projet, que voilà, j'étais pas au clair sur nos valeurs ajoutées chacun, que voilà, je voulais terminer le projet. Et en fait, on n'a pas tellement trouvé d'accord pour tu vois garder la boîte et en faire quelque chose oui de pérenne qui continue sans vous quoi, qui puisse continuer. Ouais. Donc en fait on a décidé de dissoudre l'entreprise. Et voilà, c'était je me perds un peu avec les années, mais je crois que c'était début 2018.
et c'était fini. Ok. Et toi, après ça, enfin, tu vois, je me dis, tu as mis quand même tout ton cœur, tu as mis ton cœur à l'ouvrage, que ce soit, comme tu dis, c'était une continuité de l'assaut. Donc, ça faisait, du coup, peut-être 2 ans, 3 ans, 2 ans que tu faisais ça, 2 ans et demi. Quand t'arrêtes, est-ce que, à ce moment-là, tu savais ce vers quoi t'allais tendre, ou t'étais en mode, ok, je me pose, je réfléchis? Non, moi, j'étais en mode, ok, je recontinue sur mon idée de je veux créer une sorte d'école de développement personnel, mais avec ma vision Charlotte à 300%. Donc le 21 février, j'avais déjà une nouvelle entreprise qui était immatriculée, donc 1 mois après, et je me dis vas-y, je me relance. J'avais déjà commencé ma formation de coaching parce qu'il y a ça aussi qui s'est posé entre-temps tu vois, moi j'aimais bien organiser les cours avec pareil les intervenants, mais tu vois en fait c'est toujours la même chose qui est ressortie, c'est que je pouvais pas contrôler ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient, la manière dont ils faisaient leur présentation, enfin leur ton, tout ce genre de choses. Et en fait moi je me suis dit mais en fait j'ai envie de faire ça et avec ma patte et puis de permettre aux gens de vivre une vie qui leur fait kiffer, mais en mode full paillettes, full dynamisme, full toi quoi, full Charlotte quoi. Ouais. Et donc là aussi tu vois c'était même pas qu'une question d'association en fait, c'est que je pense que au bout du compte après avoir fait des ateliers avec plein d'intervenants, je me suis rendu compte que moi j'avais pas envie juste d'être une entremetteuse entre guillemets entre les élèves et les intervenants, parce qu'il y avait des cours que j'adorais mais des cours que j'aimais moins aussi, et j'avais envie d'être dans le contrôle assez global de ce qui se disait, comment ça se disait, etc. quoi. Donc voilà, donc j'ai passé ma formation, enfin je me suis lancée dans une formation de coaching et début 2018, je me suis dit bah vas-y, on refait, mais avec toi au centre du projet, on assume et on se lance. Et en fait, c'était ma grosse erreur parce que je pense que j'ai pas pris le temps de me poser et je suis partie dans tous les sens. Tu vois, je te parlais de l'éparpillement un peu au début, mais je suis partie dans tous les sens. Mais je pense que c'est normal aussi. Tu vois, il y a en coaching, on appelle cette période un peu la période de vide exploratoire. Ouais, c'est ça, le vide fertile. Tu dois passer exactement par toutes les étapes du truc pour voir un peu où t'en es et ce que tu veux. Donc voilà, et j'ai un peu fait des coachings dès qu'on me demandait, tu vois, je disais oui, mais des trucs qui avaient rien à voir forcément avec ce que je faisais, mais j'étais là, ok, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Ouais, tu sais, c'est marrant parce que tu vois, j'ai un mentor et c'est un peu ce qu'il me dit à chaque fois, c'est arrête de servir la soupe, arrête. C'était exactement ça, quoi. Ça, bien sûr, je sais faire, oui. Parce que c'est ce truc où tu te dis, bah, tu connais pas, c'est un nouveau domaine pour toi, donc oui, complètement. Ah ouais, bah exactement, bah c'est exactement ça. J'aurais pas mieux dit. J'ai servi la soupe pendant 1 an presque, et au bout de 1 an, je me suis dit, tu vois, bah c'était mon père qui m'aidait encore financièrement. J'avais beaucoup de mal à accepter ça parce que tu vois il y a eu une période un peu où en gros j'ai plus eu de chômage et j'étais en mode non mais je vais y arriver, donc mon père avait accepté de continuer de m'aider un peu et là j'étais là non je peux pas en fait, donc j'ai repris un boulot salarié ensuite de août 2018 à juillet 2019, et en fait ça m'a permis tu vois de me reposer, de prendre du recul, de pas être en train de courir après le flouze comme si ma vie en dépendait quoi. Ça, c'est trop bien ce que tu as fait, hein, parce que, tu vois, je pense que rares sont les personnes qui assument, tu vois, le fait de, quand tu te lances, t'as un peu ce truc de purée, si j'ai pas de thune, j'ai foiré, quoi. Tu vois. Ah oui, mais t'as foiré si t'as pas de thune. Pour moi, c'est ça, en fait. T'as foiré si t'as pas réussi à trouver le modèle économique. Exactement. Sur le long terme, mais c'est pas en 1 an à 25 ans que, enfin tu vois, oui ça arrive à Mark Zuckerberg et puis quelques personnes, mais la plupart des gens ça se fait dans la persévérance, parce que il y a pas que le facteur modèle économique, tu vois, moi mon modèle économique fonctionnait mais j'avais pas confiance en moi, j'avais peur je croyais pas trop en ma formation de coaching, j'avais 1000 peurs aussi qui faisaient que j'auto-sabotais un peu mon travail, donc j'ai dû retravailler là-dessus à fond. Et c'est pour ça, tu vois, moi c'est ce que je dis tout le temps, ton business c'est sur du long terme, et puis si tu dois retourner travailler chez Franprix ou chez Quick pendant 6 mois, c'est pas un échec en fait, c'est du réalisme et c'est une preuve que t'en as envie quoi. C'est clair. Comme je disais tout à l'heure, ton entreprise c'est une école en fait de la confiance en soi. Comment t'as identifié ce problème? Tout à l'heure, justement, tu parlais de l'éparpillement, de tous les domaines dans lesquels tu pouvais le faire, hein, une école de développement personnel. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es focalisé sur la confiance en soi? Parce que je pense que c'est mon histoire et que c'est la formation dont moi j'aurais eu besoin
dès le début, tu vois. Et je pense que j'ai passé 3 ans à réussir à comprendre comment comprendre mon fonctionnement personnel, comment arrêter de vouloir me cloner sur la terre entière, sur ce que les gens successful font, sur tu vois que des choses extérieures à moi. Comment j'ai réussi à dégommer mes croyances limitantes, comment j'ai réussi à poser mes limites, comment j'ai réussi à me concentrer sur moi au lieu de me concentrer sur les autres et me concentrer sur mes objectifs et ce que je voulais faire. Et en fait, c'est de là que est né ensuite Get Your Shit Together. C'est un concentré de du meilleur du coaching pour apprendre à se connaître soi et ensuite se construire une vie par rapport à ça, par rapport à toi, par rapport à tes besoins, tes envies, et pas te construire une vie parce qu'on t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait vivre ou parce qu'on t'a dit que c'était ça qu'il fallait vouloir ou parce qu'on t'a dit que c'était ça qu'il fallait atteindre. Ouais. Ok. Donc c'est très lié à mon histoire, quoi. Bien sûr. Ouais, non, complètement. Alors dans ce podcast, je parle d'une notion qui est le sweet spot. C'est vraiment l'endroit idéal où on est vraiment à sa place. Ouais. Est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui ? Moi, je me sens hyper à ma place dans le sens où j'ai créé. Déjà, j'ai créé quelque chose qui me permet d'être moi-même à fond et de vivre de plusieurs facettes de ma personnalité. Parce que tu vois, j'ai un côté hyper geek. J'ai ma coach Lubna que j'ai vue encore il y a pas très longtemps qui était morte de rire quand je lui disais ça, mais c'est vraiment comme si dans mon corps il y avait Nicki Minaj et Sheldon Cooper qui cohabitaient, quoi. J'ai un côté où je peux twerker sur les tables et faire n'importe quoi, et puis un côté où je peux passer mes 4 jours sur des trucs techniques de web marketing, tu vois, sans me laver, et puis faut que quelqu'un vienne me chercher pour que je mange autre chose que des coquillettes, tu vois. Et puis j'ai un côté hyper healthy, green juice, yoga, fitness, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup de personnes là-haut, quoi. Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça. Bah oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que nos environnements font que souvent on peut pas explorer l'entièreté de nos facettes, et moi c'est pour ça le luxe suprême, c'est qu'aujourd'hui je peux faire des gros trucs de geek, je peux être sur YouTube et parler, je peux coacher des gens, je peux partager, je peux gagner des sous, je peux et même ça, tu vois, franchement je veux pas passer à côté de ça parce que c'est un truc hyper important, mais imagine gagner des sous en faisant ce que t'aimes à fond. C'est la vie. C'est quand même le summum du luxe, quoi. Moi parfois tu vois, je suis encore en mode parce que je suis quand même beaucoup tête dans le guidon. Et parfois, je me dis, mais j'ai raté ça et j'ai pas fait ça. Mais je suis là, mais meuf, tu vis de ce que t'aimes. Imagine le nombre de gens pour qui c'est encore complètement impossible. Donc, moi, c'est ça aussi qui fait que je me sens à ma place. C'est que je suis libre de créer comme je veux, libre de vivre de mes envies, libre de pas faire de compromis et pouvoir subvenir à mes besoins avec ça, quoi. Donc, c'est ouf. Trop bien, trop bien. Je confirme, c'est ouf. En tout cas, c'est un truc auquel on tend, hein, c'est clair. Voilà, je vais passer sur les questions usuelles du podcast, que j'appelle le Tammy de Gatimarry. Excited. Let's go. Pendant tes différentes transitions, quelle a été ta plus grande peur et comment tu as su la surmonter ? Moi, j'ai 2 maxi peurs. C'est ouf maintenant parce que comme c'est passé, j'arrive même pas à me dire que c'était encore des peurs, mais la première, c'était vraiment la peur de passer pour une meuf superficielle. C'est ce qui a fait que j'ai mis autant de temps à assumer que j'étais coach, c'est ce qui a fait que j'ai mis autant de temps à me lancer sur YouTube, c'est ce qui a fait que j'ai mis autant de temps à me lancer sur les podcasts, que j'ai mis autant de temps à promouvoir mon travail, parce que j'avais toujours ce truc en tête de me dire mais quand machin du CM2 ou machin de la 6e ou machin de la seconde 7 va voir ce que je fais, ils vont tous penser que je suis débile et que je suis superficielle et que je suis la énième meuf qui essaie de devenir youtubeuse, tu vois. Et ça c'est fou maintenant parce que je l'ai dépassé, mais je pense que ça m'a bloqué pendant 2 ans, quoi. La peur de la superficialité. Et un autre truc qui m'a bloqué de ouf, c'était, et ça je travaille encore dessus, mais c'est un peu la peur de manquer, la peur de l'insécurité financière. Et en gros, la première, je l'ai vraiment modifiée en transformant mes croyances limitantes et puis en me trouvant des rôles modèles de ouf, tu vois. J'étais là en mode est-ce que tu veux être Jean-Jacques du CM2 qui potentiellement va se foutre de ta gueule, ou est-ce que tu veux être Ariana Grande et Beyoncé, quoi. Donc au fur et à mesure, tu vois, c'est clair là. Le choix est vite fait. Voilà, non mais j'ai vraiment déconstruit le côté star des pop stars en fait pour aller voir derrière
ce qu'il y avait. Et derrière, il y a un courage fou de s'en foutre du regard des autres, un courage fou de faire potentiellement ce que tu as envie de faire, même si tout le monde va penser que tu es une grosse bimbo, un courage fou de chanter tous tes poumons et de gueuler comme si fallait t'entendre en Australie, enfin de porter ta voix. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. Enfin, tu vois, mon premier atelier, c'était What Would Beyoncé Do, mais je me suis tellement posé cette question. Je me suis aussi beaucoup rattachée à Phoebe Buffay de Friends, qui s'assume à 4000%. Et tu vois, j'étais tout le temps dans ma tête, ok, est-ce que tu veux être Jean-Jacques du CM2 ou est-ce que tu veux être Phoebe Buffay? Donc à chaque fois, tu vois, j'avais ce truc un peu, ce petit trick mental qui était bien. Et après, la peur de manquer, la peur de l'insécurité financière. Je l'ai beaucoup travaillé, pareil, en travaillant mes croyances limitantes, mais c'était moins efficace. J'ai fait beaucoup de méditation, j'ai beaucoup travaillé sur l'abondance, j'ai fait beaucoup de travail d'écriture libre là-dessus, c'est des super outils de coaching. Là, du coup, c'est la peur de manquer d'argent, de la sécurité financière. En quoi l'écriture peut aider? Enfin, juste pour expliquer. En fait, quand tu as peur de manquer d'argent, tu vas avoir ton prisme qui va être focalisé, ton prisme d'interprétation des choses, de la réalité, qui va être focalisé sur la rareté. Donc, en gros, ce que tu ressens, c'est là où ton attention se focalise. Donc, moi, si j'ai peur de manquer aujourd'hui, c'est parce que mon attention se focalise sur tout ce que je n'ai pas ou tout ce qui peut m'échapper. Et en fait, quand tu fais un travail d'écriture pour un peu faire une sorte de rééquilibrage mental, l'idée, c'est de te dire, ok, t'as peur de manquer, maintenant, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu'il y a en abondance? Qu'est-ce qui est disponible autour de toi? Et là, j'étais là, ok, j'ai un appart de ouf que j'ai quand même réussi à acheter. J'ai à manger. Il y a un primeur en bas qui a plein de fruits et légumes. J'ai de la famille qui potentiellement, si je suis vraiment dans la merde, peut m'aider. Enfin, tu vois, en fait, l'écriture te permet justement de sortir de juste de tes pensées et te dire oui, il y a de l'abondance, oui, c'est bien, je suis bien lotie, merci, au revoir. Le mettre sur le papier, en fait. Mais tu le matérialises, quoi. Ouais, bien sûr. Tu le matérialises et ça s'inscrit mieux dans ta tête. Donc ça, c'est un chouette exercice. Et après, surtout, c'était très récent, mais je pense que ce qui m'a aidé, ça a été, là, c'est en news sur ton podcast, mais ça a été de vivre cette peur parce que janvier et février dernier, j'étais très proche de la banqueroute avec Carbon Theory. Okay. Donc tu vois, premier mois où je pouvais pas me payer, panique à bord, enfin l'enfer sur terre. Et en fait, de vivre ma plus grande peur, je me suis rendu compte que, enfin tu vois, il y avait 1000 solutions et que c'était pas du tout le truc que je m'étais imaginé dans ma tête, quoi. Ouais, c'était beaucoup moins, enfin c'était moindre, quoi. J'imagine. C'était 1000 fois moins pire que ce que je m'étais imaginé. Donc ça m'a énormément permis de relativiser et de me rendre compte que bah non, en fait, meuf, il y a des solutions. Tu peux faire ça, tu vas pas finir sous un pont, tu vas pas, tu vois, il y a encore la possibilité d'aller bosser au McDo ou je sais pas où. Enfin, il y a 1000 trucs à faire avant de vraiment être dans la grosse merde financière, quoi. Ouais, c'est clair. Top. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? J'en ai deux qui me viennent à l'esprit, mais je sais pas si... Non, go. Là, j'en ai deux qui viennent à l'esprit. Le premier, c'est mon copain qui me l'a donné et qui m'a dit, Charlotte, il faut tu peux pas construire une multinationale sans avoir fait une preuve de concept. Et moi, je suis tellement en mode, tu vois, je voulais tout de suite être Céline Dion, quoi. Je voulais tout de suite être au Zénith. Je voulais tout de suite qu'on me fasse confiance, qu'on me propose des projets de ouf, qu'on me donne des maxi budgets, que, tu vois, j'étais en mode, je veux construire ma multinationale en 4 mois, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai compris qu'une grosse entreprise ou un gros projet, en fait, c'était le résultat de fondations, tu vois, mises les unes sur les autres, tu construis, et à la fin, t'arrives à ça. Et depuis, moi, je pense que c'est ce qui m'a sauvée et ce qui a vraiment contribué au succès de Carbon Theory, c'est que j'ai arrêté d'être dans les apparences de mon entreprise. Ce que j'avais plus fait dans Empowerment Lab. Là, j'étais vraiment dans je le bichonne et je construis toutes les fondations et je suis là au service de mon business, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est hyper révélateur aussi de ce type de parcours, tu vois, où on est vachement dans la performance, où on est vachement en mode, on t'a toujours dit, vous allez tout tuer, tout kill, etc. Mais oui. Dans tes missions de taf, tu coches toutes les cases, t'as les meilleurs objectifs, etc. Enfin, les meilleurs résultats. Et là, quand c'est toi
Et ce que tu dis, enfin, je me reconnais 1000 fois où tu te dis, moi, je veux trop créer un truc qui shine dès le début, quoi. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Ah La ouais, mais réalité te c'est rattrape. surtout, bah là, moi, j'ai tellement enfin, je vis que pour, tu vois, maintenant la simplicité et la petite action, quoi. La grosse action énorme m'intéresse plus, ou alors très ponctuellement. Mais là, moi, vraiment, ce à quoi je donne de la valeur, c'est être là tous les jours et faire un petit peu tous les jours. Et ça, c'est je me tire l'oreille, je me chope dès que, tu vois, je ressors de ce truc-là parce que bah moi ça fonctionne pas pour moi le reste, et surtout que bah oui, c'est ça qui fait un business, c'est du quotidien, tu vois. Oui, oui. Du coup, c'est la constance, en fait. C'est de la constance et c'est de la construction petit à petit de tout, quoi. Faut être très enfin, je sais pas si c'est une question d'humilité, mais faut être Ouais, je pense que c'est lié. oui, c'est oui, faut être humble un peu face à ce qu'on veut construire, quoi. Ouais, clairement. Comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? Qu'est-ce qui te fait grandir? Bah, je pense que déjà, je suis dans un cadre de travail qui fait que je dois apprendre tous les jours, parce que je travaille avec quelques personnes maintenant, donc j'ai embauché, enfin, je collabore avec des coachs et je collabore avec une journaliste et avec une graphiste ponctuellement, mais je suis quand même à la barre pour tout le reste. Donc je suis à la barre pour la pédagogie de Carbone Theory, donc toute la création de contenu. Je suis à la barre pour la direction un peu artistique. Je suis à la barre du web marketing. Je suis à la barre de, tu vois, moi me coacher pour mon mindset, etc. Donc je pense que vu que je suis constamment challengée, que j'apprends tout le temps, j'ai très peu le temps en fait de me reposer sur, tu vois, ah c'est bon, c'est accompli, maintenant je profite, je fais plus rien. Donc je pense que ça, de toute façon, c'est une dynamique qui est intrinsèque à l'entrepreneuriat et qui te fait avancer. Et puis après, bah moi, je suis de toute façon ultra convaincue, mais je me fais coacher à fond, quoi. Que souvent, les gens se disent, d'où je vais me faire coacher par quelqu'un qui, par exemple, sa vie est mess up, tu vois. Et tu dis, bah en fait, non, les coachs, c'est pas des surhumains, en fait. Ah bah non, mais c'est un énorme mythe. Et puis surtout que quand tu es coach, t'es constamment enseignant et élève. Mais comme quand tu es thérapeute, mais comme tout, comme quand t'es chirurgien, tu vois, les chirurgiens, ils vont être peut-être experts sur un domaine, mais ils vont continuer d'apprendre constamment les nouvelles techniques, et ça c'est dans tout métier. Et pour moi, en fait, c'est très bizarre entre guillemets de penser que enfin, et même c'est contre-productif d'aller travailler avec quelqu'un qui considère qu'il n'a plus besoin d'apprendre. C'est clair. Tu vois, pour moi, c'est un gros warning, c'est un gros feu rouge pour aller travailler avec quelqu'un. Et non, un coach, même aussi expérimenté qu'il soit. Donc après, moi, tu vois, je suis jeune et je suis encore débutante dans ma filière, mais je me fais coacher tous les ans. Là, je sors d'un programme intensif de 6 mois chez les Ricains qui m'a bien Trop bien. qui m'a bien transformée. L'année dernière aussi, j'avais fait un programme. Donc non, non, je me fais coacher à fond pour continuer de progresser, continuer d'apprendre et continuer de développer son mindset, parce que encore une fois, c'est pas quelque chose qui est fixe. Tu vois, t'as beau travailler sur une croyance limitante, tu vas réussir à la dégommer pendant un moment, puis elle va revenir, et puis enfin, c'est de la matière organique en fait, ton cerveau, donc c'est pas fait une bonne fois pour toutes, et il faut continuer de travailler tout le temps. Et en tout cas, c'est ce qui fait un gage d'un bon coach. Et même les coachs certifiés sont sommés d'avoir un superviseur comme les thérapeutes. Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? Ça dépend des jours. Non, mais en gros, quelle est ta grande cause dans la vie, en fait? C'est plutôt ça. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te... Bah en fait, c'est un peu la question souvent. J'ai l'impression que j'ai pas trop de grandes causes dans la vie. Je suis C'est OK, hein? mais en fait, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le deuil de me dire je veux contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Mais après, d'un autre côté, j'ai l'impression de le faire aussi, mais plus de la même manière. Moi, ce qui me drive, c'est, tu vois, d'être responsable de moi-même, de pouvoir profiter de mes proches, de pouvoir aider les gens dans le cadre de mes compétences à apprendre à mieux se connaître, à vivre une vie qui leur ressemble, à s'affranchir des blocages qui sont les leurs et qui font qu'ils profitent pas forcément de leur talent, de la vie, etc., etc. Donc, enfin, c'est ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est assez. Et après, moi, j'essaie de m'intéresser à des choses, d'apprendre, mais j'ai pas un profil
tu sais, très militant dans le sens j'ai une grande cause qui me tient à cœur et moi j'ai l'impression que je fais plus mon combat dans la pédagogie en fait et dans l'enseignement un peu hors des spotlights quoi. Ouais, je vois. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Ah bah moi là par contre c'est une question facile. Pour moi la réussite c'est de vivre une vie qui est alignée avec ses besoins, ses valeurs, qui on est, de pouvoir expérimenter toutes les facettes de sa personnalité, de ne pas être enfermé, de pouvoir continuer de bouger, de pouvoir être libre, de pouvoir changer si on a envie de changer et de pouvoir expérimenter tout ce que la vie a à offrir quoi. Je dirais vraiment que c'est ça. Et puis après bien sûr il faut un peu de sous pour faire ça, mais tu vois, pas forcément non plus des millions, mais moi je pense que pour moi la réussite c'est vraiment d'être libre, de donner libre cours à mes idées et passer du temps avec mes proches. Trop bien, super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un sujet dont on n'a pas parlé, un mot de la fin aux auditeurs? Un petit mot de la fin. Bah moi je pense que tu vois, c'est un truc qui ressort souvent, mais un mot de la fin c'est que si vous écoutez le podcast et que vous êtes à fond dans le développement personnel et dans le fait de se faire coacher, etc., c'est trop bien. Mais je vois beaucoup de gens que j'ai en call qui s'inventent un peu des problèmes. Je m'explique. Dis-nous tout, Charlotte. Il n'y a pas toujours besoin en fait d'être coaché et de faire un miracle morning et puis de faire la dernière technique de développement personnel à la mode. Si ça t'intéresse, si ça éveille ta curiosité, si ça vient d'un endroit d'envie, de plaisir et de découverte, c'est trop bien et go, vas-y. Mais je trouve qu'il y a un truc énorme un peu en ce moment avec le développement personnel, une injonction, tu vois, à toujours être mieux et puis toujours travailler et puis toujours être dans l'amélioration de soi. En fait, si t'es bien et que t'as pas un problème, par exemple, tu vois, j'ai eu ça récemment en call avec quelqu'un qui me disait non mais je veux absolument apprendre à parler en public parce que j'ai envie. Bah oui, mais pourquoi t'as envie? Est-ce que tu as envie de parler en public? Est-ce que c'est un projet que tu as envie de faire? Bah non, mais parce que on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça et que tu vois. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que ça a amené ça, un peu le développement personnel, à s'inventer plein de problèmes qu'on n'a pas forcément et se rappeler que le développement personnel, encore une fois, c'est personnel et qu'il faut faire un peu cet état des lieux de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas et puis de savoir ce que tu veux travailler parce que c'est très propre à soi et c'est très personnel et que voilà, je le dis tout le temps, mais si t'as pas de problème, bah, ça sert à rien d'aller t'en inventer et kiffe ta vie de pas avoir de problème, quoi. C'est clair, je suis en phase. Et à fond. Et si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent me suivre sur Instagram, sur Carbone, donc c'est CARBONE _ théorie avec un Y à la fin. Et sinon sur mon site carbonetheory.com. Et puis après, s'ils veulent tester un peu ce que je fais, il y a une masterclass que tout le monde kiffe trop, qui s'appelle Apprendre à se connaître avec l'échelle de valeur pour vraiment comprendre quelle est ton échelle de valeur, quels sont tes besoins fondamentaux, tes motivations profondes, etc. Et après, j'ai une petite trop cute checklist des 20 questions à te poser pour apprendre à te connaître. Trop bien. Tout ça, c'est le site et c'est disponible. Et de toute façon, je mettrai tous les liens en référence de l'épisode. Bah écoute, Charlotte, franchement, ça va. Je trouve qu'on s'est géré niveau anglicisme. Oui. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que je suis plus comme ça quand je suis dans ma phase... j'écris sur Insta et ma phase rockstar de moi. Mais là, j'étais plus en mode... je parle et Sheldon Cooper sort de ce corps, quoi. Bah écoute, c'était top. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, j'étais trop contente. Ouais, c'était vraiment trop bien. J'espère que les auditeurs vont kiffer. À bientôt. À bientôt, salut. Ciao. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? N'hésitez pas à me donner votre feedback en m'écrivant sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, avec le pseudo @gatemery ou bien sur le site internet www.gatemery.com. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à la newsletter que je vais lancer prochainement. Dernière chose très très importante pour moi et un peu pénible pour vous, c'est de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi c'est important? C'est que plus j'aurai de notes, plus le podcast pourra être découvert facilement par d'autres personnes. Ou sinon, juste partagez le podcast aux réseaux sociaux, partout, partagez-le. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.